Vous avez commencé en 1992 les premières anesthésies sous hypnose. Déjà, une réaction de vos collègues à l'époque, comment ça s'est passé? Je pense qu'il y avait une bonne ouverture par rapport à cette technique parce que j'avais gagné la confiance de l'équipe chirurgicale au moment où j'introduisais quelque chose de nouveau qui était l'hypnose. Et ce qui intéressait les chirurgiens, c'est d'avoir des patients qui sont contents et eux, des conditions opératoires qui étaient tout à fait améliorées. Donc quand j'ai proposé cela, ils étaient d'accord, ils acceptaient facilement parce qu'on avait réellement construit pendant des années une vraie équipe où on se respectait mutuellement. Donc franchement, je n'ai pas dû me battre pour pouvoir introduire l'hypnose dans le bloc opératoire. Du côté des patients, à cette époque-là, comment ça se passait? Tout d'abord, j'ai été informée de la possibilité d'utiliser l'hypnose en médecine par un anesthésiste suisse qui est venu dans notre service, qui utilisait cela chez les grands brûlés. Et comme j'étais à ce moment-là responsable du département de chirurgie plastique et du centre Grands Brûlés, je me suis dit, ah, ça peut être une technique pour l'utiliser chez les grands brûlés. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'hypnose est un talent du patient et que ce n'est pas quelque chose que celui qui accompagne le patient doit posséder. C'est des techniques qu'on peut apprendre. Et le fait que je me suis dit, ok, je peux apprendre la technique, à ce moment-là, je me suis dit, ce serait peut-être très intéressant de l'utiliser aussi au bloc opératoire pour accompagner les gens en chirurgie plastique qui avaient normalement des opérations sous anesthésie locale et sédation intraveineuse consciente ou inconsciente, suivant leurs besoins, c'est-à-dire que le médecin anesthésiste donne un peu de médicaments pour augmenter le confort du patient et le chirurgien, il opère sous anesthésie locale. Donc c'est des types de chirurgie qui s'y prêtaient bien pour l'hypnose. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en utilisant l'hypnose, on augmentait le confort des patients. Et en plus, les patients étaient très fiers d'eux, étaient satisfaits parce qu'ils avaient mieux vécu la chirurgie. Donc c'est comme ça qu'on a très vite fait des études pour regarder l'intérêt des études qu'on a publiées dans des revues avec peer review, comme on dit, c'est-à-dire qui peuvent être vérifiées par d'autres qui s'y connaissent. Et où on a montré que c'est faisable, c'est sécuritaire et c'est reproductible. Et après, on a développé des études prospectives randomisées, c'est-à-dire où les gens étaient assignés au groupe hypnosédation ou au groupe chirurgie classique avec des médicaments et l'anesthésie locale. Et on a vu que c'était intéressant pour les patients. Les patients, ils avaient besoin de moins de médicaments, ils étaient plus confortables et ils avaient nettement moins de nausées et vomissements après. Donc tout ça nous a conforté que c'est une technique valable au bloc opératoire. Et après, comme en médecine, on doit aussi à un moment donné réfléchir sur les mécanismes. Il y a à cette époque-là le débat dans les années 90, est-ce que l'hypnose est un état de conscience particulier ou est-ce que l'hypnose est notre conscience habituelle et les individus jouent un rôle pour faire plaisir à celui qui les accompagne. Et c'est là que j'ai eu la complicité d'un neurologue qui était au Fonds national de recherche en Belgique, c'est la même chose que l'INSERM chez vous, qui était d'accord de faire des études avec des volontaires pour regarder quel était le fonctionnement de notre cerveau quand un individu se met en hypnose et revit sous hypnose un événement agréable, ses vacances, ou quand ce même individu se souvient de ses vacances en conscience normale. Et là, on a vu que l'activité du cerveau est différente. Et donc, ça nous donne une argumentation de plus que c'est quelque chose de particulier. L'hypnose amène un fonctionnement du cerveau qui est particulier. Et ça nous a permis à ce moment-là de faire un travail avec défense de thèse d'agrégation, qui est le diplôme le plus haut en Belgique, où on a pu montrer l'intérêt clinique, mais aussi nos travaux de recherche, particulièrement concernant aussi la douleur sous hypnose. Est-ce qu'elle est perçue autrement chez l'individu et est-ce que le réseau de la douleur est activé autrement? Tout cela nous a permis de donner crédit à l'outil. C'est particulièrement nos publications
nos recherches qui ont permis à ce que d'autres soignants soient intéressés à la méthode. Et on a commencé à l'enseigner, à former des soignants anesthésistes qui voulaient l'utiliser dans le domaine anesthésique. Et très vite aussi, d'autres médecins pensaient que ce serait un outil intéressant pour eux dans les problèmes de douleur aiguë, mais également dans les problèmes de douleur chronique. Comme moi, à un moment donné, j'ai pris la direction du centre de la douleur et du service algologie soins palliatifs. À ce moment-là, j'ai commencé à faire de la recherche dans ce domaine-là. Là, c'est utiliser l'hypnose comme un apprentissage. On aide les personnes à apprendre à se mettre en hypnose pour qu'ils puissent l'utiliser au quotidien, c'est-à-dire régulièrement, pour diminuer le réseau de la douleur. Et on associe à ça des techniques, des stratégies pour qu'ils apprennent à prendre soin d'eux, pour les autonomiser, pour les valoriser et pour leur donner à un moment une responsabilisation dans leurs problèmes de santé. Et nous avons à ce moment-là montré dans plusieurs études, avec des doctorantes qui ont fait des études avec nous, que ça a un intérêt à utiliser en douleur chronique. Même chez des patients qui ont 10 ans de parcours de douleur chronique, on a pu montrer que dans les cas où on leur propose l'apprentissage d'auto-hypnose et les stratégies de prendre soin d'eux-mêmes, 84% de ces patients disent qu'ils sont améliorés au niveau de leur santé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de douleur, mais ils disent qu'ils sont améliorés. Et puis, comme ça marchait très bien en douleur chronique, beaucoup de patients disaient, mais c'est au fond un apprentissage à prendre soin de soi qu'on pourrait avoir aussi dans d'autres contextes. Et comme je travaille en oncologie, on s'est dit on va l'utiliser en oncologie aussi. Et on a commencé à faire des études avec une doctorante sur l'intérêt de proposer cette technique apprentissage d'auto-hypnose et les stratégies pour que les gens, et on a regardé est-ce que ça change quelque chose chez les patients qui ont un traitement oncologique. Et là, on a pu montrer que ça diminue la détresse émotionnelle, ça améliore le sommeil, la qualité du sommeil, donc ça améliore aussi la fatigue, ça diminue l'anxiété et la dépression. Et donc, on a de nouveau montré l'intérêt, et c'est pas un intérêt qui s'estompe dans le temps. Un an après, encore les patients, ils gardent un bénéfice quand on les compare à un groupe contrôle, et on continue notre recherche dans ce domaine. Là, il s'agit de l'hypnose en groupe? Oui. Comment ça se passe? Comment c'est différent? Alors, au bloc opératoire, on travaille avec un patient et en individuel. Tandis qu'en douleur ou en oncologie, au départ, je travaillais avec les patients en individuel. Et puis, j'ai remarqué que très souvent, ils trébuchent sur les mêmes difficultés. Et ça m'a, à un moment donné, donné l'idée de faire des groupes. Parce que je pouvais bien standardiser cette approche en donnant des stratégies. Les patients, ils sont vus par les psychologues chercheurs et puis ils intègrent un groupe. Et une fois qu'ils intègrent le groupe, ils s'engagent à prendre soin d'eux-mêmes et de faire des choses pour eux-mêmes. On leur explique des stratégies. On donne des stratégies qu'ils doivent prendre note, ils prennent note des stratégies qu'ils sont amenés à utiliser, à mettre en pratique pendant 15 jours ou 5 semaines, ça dépend, en douleur chronique c'est tous les 5 semaines, en oncologie c'est tous les 2 à 3 semaines. Et pendant ce temps-là, ils appliquent réellement ce qu'ils ont reçu comme information durant la première séance. Puis lors de la première séance, on donne surtout des informations concernant l'hypnose. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? On n'utilise pas un outil qu'on ne comprend pas, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et puis après, je fais un exposé d'une 20aine de minutes pour leur expliquer ce que c'est l'hypnose et qu'est-ce qu'on sait de l'hypnose dans le domaine de recherche pour qu'ils aient une idée de l'utilité de cet outil. Puis 15 jours ou 3 semaines après, je les rencontre à nouveau, le même groupe, et on passe en revue les différentes stratégies. Et chaque patient dit ce qu'il a réalisé concrètement par rapport à la stratégie qu'il a reçue. Et après, on redonne d'autres stratégies. Et on fait, lors de la deuxième séance, le premier exercice d'hypnose. C'est-à-dire, on explique d'abord l'exercice, en quoi il consiste. Le premier exercice s'appelle fauteuil de nuage blanc, où l'individu apprend à s'installer confortablement pour se donner un confort physique. Et une fois qu'on l'a expliqué, on invite les patients de s'asseoir dans un fauteuil. Et alors, je fais avec le groupe
un exercice d'hypnose qui dure à peu près 15-20 minutes. Après, les patients reçoivent un CD de cet exercice d'hypnose qu'ils doivent exercer à la maison, en même temps qu'ils doivent appliquer les stratégies qu'ils ont reçues. Et c'est comme ça qu'ils ont ce cursus de 8 rencontres et 7 exercices d'hypnose différents et 54 stratégies différentes qu'ils sont amenés à implémenter dans leur vie et de maintenir cela aussi au long terme. C'est pour ça qu'ils doivent prendre des notes, on invite qu'ils soient actifs et qu'ils prennent comme stratégie, surtout qui est particulièrement parlant pour eux. Et on constate avec cette approche que les patients progressent, ils prennent réellement soin d'eux et ils arrivent à améliorer leur situation. Parce qu'effectivement, ils passent la théorie à la pratique. Vous continuez à explorer l'hypnose et sa capacité à régler des maux. Quels sont encore les secteurs, les domaines qui ne sont pas explorés, la marge de progression? Moi, je pense qu'on pourrait l'utiliser davantage dans les soins intensifs. Parce que c'est quand même un endroit où les patients ont difficile dès qu'ils sont conscients. Je pense aussi pour le personnel qui travaille dans ces secteurs en soins intensifs, aux urgences, c'est très utile de connaître les techniques hypnotiques. De même en réanimation oncologique, dans les unités de greffe, chez les enfants aussi, c'est utile que les soignants, pour faire certains actes médicaux un peu plus invasifs, puissent utiliser les techniques hypnotiques pour aider les patients à profiter de leurs ressources pour se protéger de la douleur et se donner du confort. Vous dites que le seul moment où nous ne sommes pas en hypnose, c'est pendant le sommeil. Non, je pense qu'il y a une différence entre l'hypnose et le sommeil, même si le mot hypnose fait penser au sommeil. Mais en conscience normale, nous ne sommes pas en hypnose. C'est quand on a décidé de se laisser glisser en hypnose qu'on est en hypnose. Ou quand on est dans une situation de stress majeur. Là, spontanément, on se protège et on se met en hypnose. C'est-à-dire, on peut à ce moment-là se protéger contre la douleur, on peut retrouver une force importante pour pouvoir se sortir d'une difficulté qui met en danger sa vie. On peut également, dans certaines circonstances de stress trop important, sortir de son corps pour se protéger. Ce sont des exemples que les gens rapportent et qui sont des exemples d'hypnose spontanée. Et de nouveau là, quand on est en hypnose, la particularité, c'est notre cerveau qui fonctionne autrement. Et en même temps, nous avons une diminution du raisonnement, du jugement et de l'analyse. Et nous devenons plus suggestibles. Notre crédibilité, elle augmente. Donc, la particularité, quand on glisse dans une hypnose pour se protéger, quelque part, on se fragilise aussi, parce qu'on est beaucoup plus suggestible. Donc, si les soignants qui prennent soin normalement de ces patients-là donnent des suggestions qui ne sont pas thérapeutiques, le patient ne peut pas se défendre. Donc parfois, les patients y rapportent « Ah oui, j'ai entendu qu'on m'a dit je ne marcherai plus jamais » ou que ça n'irait plus ou des choses comme ça parce qu'ils étaient dans un état d'hypnose négatif suite à un stress majeur. Donc, raison de plus d'apprendre aux soignants d'utiliser un langage thérapeutique et aussi de devenir conscient à quel point nos interactions, nos mots, nos gestes, nos verbales et nos actions le langage verbal et non verbal influencent les patients. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un patient pourrait parvenir à leurrer sa douleur, à leurrer son corps, faire complètement abstraction totale d'une douleur par exemple, et notamment dans ce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué les grands brûlés? Je pense que dans certaines situations, quand le stress est très important, que l'individu peut complètement diminuer la douleur et ne pas la ressentir. En douleur chronique, quand ils utilisent l'hypnose, ils décrivent quand même qu'ils gardent la douleur
pas à la même intensité, pas avec la même émotion, pas avec la même cognition répétitive qui les met qu'ils sont à un moment donné dans l'engrenage d'un problème de douleur qui devient une maladie. Donc, l'hypnose peut nous protéger contre la douleur. Si vous avez quelqu'un qui a le talent de se mettre en hypnose très facilement, les virtuoses de l'hypnose, si on ne l'enseigne pas correctement, il pourrait se protéger contre une douleur. Et pourtant, à ce moment-là, un signal d'alarme, c'est-à-dire une douleur d'abcès dentaire, elle est très utile pour l'individu parce que ça menace l'intégrité du corps s'il n'est pas traité. Donc, quand nous apprenons aux patients d'utiliser l'hypnose, nous apprenons en même temps de l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire pour les douleurs qui sont familières et qui veulent à ce moment-là diminuer pour avoir de nouveau un confort de vie, mais pas pour des douleurs aiguës qui nécessitent l'intervention d'un bon diagnostic et du médical. Donc on leur fait comprendre la nuance dans cet apprentissage de se protéger contre la douleur. Parce que la douleur, quand elle est aiguë, elle est un signal d'alarme. Elle nous avertit qu'il y a un problème pour nous. Par contre, une douleur qui perdure dans le temps est une douleur obsolète. Elle peut devenir une maladie et complètement figer l'individu dans un cercle vicieux où la douleur gère la vie de l'individu et le tyrannise. En ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous n'avez pas encore exploré et quels sont vos prochains champs de recherche? Je pense qu'il y a tellement de choses encore à chercher. Heureusement qu'on a des équipes aussi jeunes qui continuent la recherche et actuellement dans notre service, nous avons une unité de recherche qui est dirigée par Audrey Van Oudenhuis, qui est docteur en psychologie, qui est jeune et qui est dynamique et qui a avec le GIGA Coma Science Group, qui est aussi dirigé par Stephen Lorais, qui est un scientifique éminent dans les problématiques de conscience. Nous avons plein de projets, mieux comprendre la différence entre l'hypnose et la méditation. Peut-être aussi vérifier est-ce que le chamanisme ou est-ce que ces états sont particuliers, en quoi sont différents de l'hypnose. Nous aimerions bien aussi explorer davantage les patients qui décrivent des vécus de mort imminente. Est-ce que le fait de les revivre sous hypnose ou en conscience normale est différent? Nous souhaitons travailler aussi avec des personnes qui ont une pathologie bien rare qui est l'axénomélie, c'est-à-dire ils ont l'impression qu'une partie du corps ne leur appartient pas. Et je peux encore allonger la liste. Il y a tellement de domaines dans lesquels les jeunes chercheurs peuvent avancer pour mieux comprendre certaines pathologies et utiliser l'hypnose comme un outil pour explorer davantage la mémoire, explorer davantage les phénomènes d'anxiété pathologique ou les phénomènes psychosomatiques particuliers. Je pense qu'il existe certainement énormément de domaines qui doivent encore être explorés. Dans notre vie quotidienne, est-ce qu'il y a des moments de la journée où on est en hypnose sans le savoir? Par exemple, quand on conduit et qu'on répond au téléphone en même temps, on continue à conduire alors qu'on a l'attention ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques moments comme ça? Moi, je dirais que des moments où on est plus dans son monde intérieur ou dans son monde imaginaire. Je pense que quelqu'un qui est absorbé par la lecture ou qui est en pilotage automatique, ça ressemble un peu au processus hypnotique. Mais dire que le fait de faire deux choses en même temps est de l'hypnose, non. Moi, je dirais que tout n'est pas hypnose. Comme je vous ai expliqué, le fait d'être en hypnose, le fonctionnement du cerveau est différent. Et je crois que ça, nous ne vivons pas à tout instant. Mais nous avons la possibilité de changer nos phénomènes de conscience. La conscience est un processus, ce n'est pas un état stable. Et nous fluctuons dans notre conscience en permanence. Nous avons une conscience externe, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de nous, et une conscience interne qui nous concerne, notre privé, nos rêves, nos aspirations, etc. Et nous avons tendance à aller une fois dans notre monde interne ou dans notre monde externe, et dans la conscience habituelle, nous varions conscience interne, conscience externe tous les 20 secondes. Par contre, nous avons pu montrer qu'en hypnose,
on est beaucoup plus dans notre conscience interne et nous ne varions plus que toutes les 33 secondes. Donc ça nous donne des indices que c'est un état de conscience particulier, qu'on peut en tirer profit du moment où on l'utilise à bon escient. Et comme je vous ai dit au départ qu'avec l'hypnose diminue le jugement critique, diminue l'analyse, diminue notre raisonnement, et en même temps nous acceptons plus facilement la suggestion d'autrui, mais nous pouvons être manipulés avec cela, cet outil. Et je crois que ça se fait aussi. Donc on fait l'hypnose avec des gens qui ont une grande éthique et qui connaissent bien l'outil et qui savent vous aider quand ils travaillent avec vous, qui savent vous aider à ce que vous puissiez en toute sécurité rentrer dans le processus et aussi sortir correctement de ce processus. Donc je pense que ça demande de la part des soignants une formation rigoureuse. Et ça demande aussi de la part des soignants d'utiliser l'outil dans le domaine dans lequel ils peuvent travailler sans cet outil. C'est quelque chose de complémentaire et ça ne remplace pas toute une formation certifiante que normalement le soignant doit avoir dans le domaine dans lequel il veut l'utiliser. Ça, je crois que c'est un message que je souhaite insister sur ce message parce que on voit des choses qui sont maintenant plus à la mode et il y a certaines personnes qui s'avantent hypnothérapeutes. Ce n'est pas protégé et on peut faire énormément de bien avec l'outil comme on peut aussi faire du mal si on l'utilise à mauvais escient.